White Quest. Alors il va présenter quelque chose, je pense, d'assez intéressant. Contamination, attaquez-vous au vrai problème. Et il semblerait que ce soit une surprise. Merci beaucoup. Une surprise, je ne sais pas, mais en tout cas, je trouvais intéressant de l'aborder un petit peu de cette manière. Donc, je vais vous parler cet après-midi, pour clôturer cette session, parce que j'ai la lourde charge de vous animer à 15 h, donc juste après le déjeuner. Donc, j'ai préparé quelque chose qui devrait être assez interactif et assez intéressant pour que vous n'ayez pas trop de problèmes à assumer les premières phases de digestion. Et pour faire le pont ce matin, on a eu beaucoup de conférences vraiment très intéressantes sur les aspects techniques de la contamination ou comment les technologies pouvaient permettre de réduire ce risque. Cet après-midi, j'aimerais aborder un autre sujet, un autre aspect plutôt du sujet, qui est plus méconnu et qui est à la fois plus dangereux. Monsieur Clavelin en a un peu parlé ce matin, et vous allez voir, c'était un heureux hasard, puisque je pense que ma présentation fait exactement la suite de son discours. Nous avons mené, depuis 3 ans, des dizaines d'entretiens avec des industriels sur leurs problématiques de contamination. Nous avons aussi épluché des centaines d'études, de rapports, de warning letters FDA pour chercher à comprendre d'où venaient ces risques de contamination. Et en fait, nous avons découvert des choses assez surprenantes que je me propose de partager avec vous aujourd'hui. Rentrons directement dans le vif du sujet. La première constatation, c'est que 70% des problèmes de contamination, aujourd'hui, sont liés à une origine humaine. Monsieur Clavelin parlait de 55%, nos études ont plutôt abouti à 70%. Je pense que c'est aussi parce qu'on a été rechercheur au niveau mondial et qu'il y a, du coup, en tout cas du côté de la FDA, il y a certains pays comme l'Inde qui peuvent représenter, qui peuvent un petit peu changer les pourcentages, parce qu'il y a un petit peu plus de problèmes que dans d'autres pays. Et l'autre aspect aussi, c'est qu'on a été chercher aussi dans les dispositifs médicaux et dans la salle propre en général, et pas que pharmaceutique ou type vaccin, sur lequel il y a quand même moins de problèmes. Donc 70%, vous savez probablement déjà, effectivement, qu'il y a beaucoup de facteurs d'origine humaine. Mais ce qui est étrange avec ce chiffre, c'est que finalement, on est certain que vos collaborateurs sont savamment recrutés et formés. Vous avez confiance en eux, et vous avez raison parce qu'ils sont vraiment très compétents. Mais alors, partant de là, nous avons vraiment cherché à savoir d'où venait le problème. Et en fait, le premier aspect de ce problème est d'ordre environnemental. Évidemment, comme vous et moi, comme n'importe qui, vos collaborateurs vont rejeter un nombre incroyable de particules dans l'air. Nous ne pouvons rien faire contre ça. C'est la nature, entre guillemets. Mais permettez-moi de mettre ça juste en lumière. Une étude menée assez récemment par la NSM, et d'ailleurs je crois que ça a été présenté dans un atelier A3P du printemps déjà, a montré que 97% des germes contaminants retrouvés en zone stérile à Adam B étaient d'origine humaine, soit directement émis par l'homme, soit transportés depuis l'extérieur. Et c'est évidemment beaucoup. Si, par exemple, on part du principe que vous ayez 100 personnes dans vos salles blanches, eh bien, si on fait un petit calcul, on arrive à la conclusion que ces 100 personnes, en 7h30 de production, vont relarguer 1,83 m3 de particules. 1,83 m3 de poils, cheveux, peaux mortes, bactéries et germes en tout genre. C'est considérable. Pour vous donner un ordre d'idée, ça permettrait de remplir ça. Plus ça, et encore ça. 3 baignoires pleines, en 7h30, de particules, émises dans vos salles blanches. Alors, à cause de ça, et simplement parce que c'est un être humain, l'homme est le facteur numéro 1 de contamination. Plusieurs ateliers, d'ailleurs, de demain vont aborder différents aspects de ce sujet. Et bien sûr, pour lutter contre ça, vous allez faire endosser à vos collaborateurs des tenues quasi étanches, censées garantir que toutes ces particules, grand Dieu, ne soient pas rejetées en ZAC. Ces combinaisons, on le sait, elles sont techniquement parfaites. Il n'y a pas de problème là-dessus. Alors, à partir de là, pourquoi avons-nous ces 97% de germes d'origine humaine en salle propre? Pour éclairer ces chiffres, nous avons mené une petite analyse et donc avons découvert simplement que l'année dernière, la FDA a procédé à 3963 retraits de l'eau au niveau mondial. Et quand on regarde les rapports d'expertise, on en a épluché vraiment beaucoup, on se rend compte que dans 70% des cas,
les problématiques de retrait de l'eau étaient liées à des erreurs humaines. Ça veut donc dire que globalement, à peu près 2700 lots, l'année dernière, ont été retirés au niveau mondial parce que ces lots ont été contaminés ou suspectés de contamination par l'homme. Évidemment, vous connaissez très bien le sujet, ça ce n'est que la partie émergée de l'iceberg et que ça ne tient pas du tout compte de tout ce qui va pouvoir être retiré en interne, sur demande de l'assurance qualité par exemple, dont beaucoup font partie. Et ça représente quoi? Peut-être 100 fois plus, 1000 fois plus de l'eau retirée. C'est vraiment considérable. Et en tout cas, ça en fait vraiment beaucoup du chiffre d'affaires perdu. Et cette partie immergée de l'iceberg que nous avons voulu creuser, on s'est dit en tout cas que ça valait vraiment le coup de s'y pencher. Et nous avons voulu chercher à comprendre pourquoi, malgré une combinaison quasi étanche et des SOP ultra précises, on en a encore parlé ce matin, eh bien, vos collaborateurs mettaient encore en péril l'outil de production. Et comment améliorer ça, évidemment? Derrière ce problème environnemental évoqué précédemment, en fait, se cache un problème d'ordre comportemental. Il est lié simplement à l'extrême complexité du monde avec lequel nous travaillons, la production en salle blanche. Et avons identifié derrière ça 3 facteurs qui amenaient des collaborateurs à commettre des erreurs. Je vous propose de les passer l'un après l'autre. Le premier, durant les formations, on va amener les collaborateurs à développer des réflexes. Une sorte de pilote automatique, en fin de compte, qui va les aider à être plus efficaces. Bien entendu, c'est quelque chose de très bénéfique et productif aussi, tant que l'environnement reste stable. Parce que le développement de cet automatisme et de ce pilote automatique va en fait considérablement baisser la vigilance du collaborateur. Et si pour une raison ou pour une autre, le flux de son travail derrière est interrompu, eh bien, dans de nombreux cas, il ne sera pas en capacité de réagir de la manière opportune. Et quand on ne fait pas attention à son environnement, généralement c'est là que les ennuis arrivent. Donc le premier facteur d'erreur identifié, c'est le pilote automatique. Donc une bonne chose, mais pas que, à maîtriser en tout cas. Passons maintenant au second facteur. Voici un témoignage intéressant que je vais vous lire. Quand quelqu'un, je me permets de faire sur le retour, c'est plus poli que... Bon. Quand quelqu'un me demande comment décrire le mieux possible mon expérience de près de 40 ans en mer, je n'ai jamais été concerné par un accident d'aucune sorte qui vaille la peine qu'on en parle. Ce monsieur Smith, là, il a l'air de connaître son affaire. Expérimenté, aucun souci. C'est rassurant, hein. On ira avec lui sans problème. Mais est-ce que vous connaissez ce nom? Est-ce que ce nom vous dit quelque chose? Non? En fait, il est très connu. C'était le capitaine du Titanic. Étonnant, cette confiance. Hein. Et cette interview a été prise juste 2 ans avant le naufrage. Donc, comme ce cher monsieur Smith, vos collaborateurs, en l'absence d'incident, eh bien, vont être amenés à développer, pour certains, une trop grande confiance en eux, qui va les amener à mal appréhender leur niveau réel de compétence et surtout à sous-évaluer les risques. Sous-évaluer les risques entraîne de vraies problématiques en termes de contamination éventuelle. Évidemment, l'idée, ce n'est pas de produire des incidents pour former les gens, mais simplement d'avoir bien ça en tête, que c'est un facteur très important de risque. Donc le pilote automatique, l'excès de confiance en soi, ce qui nous amène au 3e facteur identifié, et c'est ça. Vous voyez quelque chose? Non? Rien? C'est précisément ça le problème. C'est qu'en fait, le propre et le stérile, le monde avec lequel nous travaillons, appartiennent tous les deux au monde de l'invisible. Et autant c'est peut-être facile pour nous, dans cette salle, de le comprendre, autant pour certains collaborateurs, c'est beaucoup plus difficile. À partir de là, quand vous allez les former, eh ben, ils ne vont pas forcément cerner simplement l'utilité d'une norme. On ne voit rien. Pourquoi je dois laver aussi 3 fois ce mur propre? Ça vient d'où, ça? Il n'y a rien dans ce flacon. Et durant les formations, du coup, ils ne vont pas forcément bien cerner l'utilité des procédures qui découlent de ces normes. En tout cas, je peux vous garantir, et vous le savez aussi bien que moi, c'est qu'après, on en parlait juste avant le début de la conférence avec monsieur Néry, c'est que ces collaborateurs, la première chose qu'ils vont faire quand ils rentrent en salle blanche, c'est calquer leur manière de fonctionner sur celle des autres collaborateurs plus expérimentés. Plutôt que d'appliquer ce qu'ils ont appris dans les formations, mais qu'ils n'ont pas forcément très bien compris.
C'est vraiment primordial de s'assurer de ça. Et donc ils vont les copier dans ce qu'ils font de bien et dans ce qu'ils font de moins bien aussi. Dans sciences cognitives, on appelle ce syndrome « I follow my leader ». C'est un peu compliqué, mais c'est quelque chose qu'on peut illustrer aussi de cette manière-là. Je pense que là, tout le monde comprend. Et rassurez-vous, on va le retrouver dans toutes les industries. Donc si je me résume, on a donc 3 facteurs qui amènent à commettre des erreurs, que sont le pilote automatique, l'excès de confiance en soi et l'incompréhension des procédures. Ces 3 facteurs doivent absolument être maîtrisés si vous voulez réduire vos risques. C'est primordial. Parce qu'en fin de compte, et les formateurs l'ont bien compris, il s'agit en définitive de s'assurer que les collaborateurs ont compris les procédures et qu'ils maîtrisent les gestes qui en découlent. Partant de là, nous avons cherché à savoir si les outils d'évaluation aujourd'hui disponibles, de manière standard, dans l'industrie pharmaceutique, permettaient de répondre à ce problème. Voici les principaux, je suis sûr que vous les utilisez tous. Et pour mener cette analyse, on s'est fait aider d'un laboratoire académique spécialisé en sciences de l'éducation. Commençons par les QCM. C'est vraiment intéressant le QCM. En fait, on va donner à la personne qui va travailler en salle blanche une feuille sur laquelle elle va devoir cocher des cases qu'elle pense être les bonnes. Et cela fait, elle peut partir travailler en salle blanche, fabriquer des médicaments. Concrètement, c'est ça, le QCM. Donc en sciences de l'éducation, ça porte un terme tout à fait joli, extraordinaire, ça s'appelle un conflit instrumental. C'est-à-dire que l'outil utilisé n'est clairement pas pertinent par rapport à la finalité visée. Ici, il s'agit, en fin de compte, j'ai un petit peu fait un couac avec la télécommande. Il s'agit en fin de compte de mesurer un geste professionnel. C'est ça qu'on cherche à mesurer, pas une connaissance théorique. Donc, effectivement, le QCM a ses avantages, mais pour toute une partie de l'aspect de la maîtrise des risques de contamination, n'est pas forcément un outil fiable, ou en tout cas qui ne peut pas suffire à lui-même, ça c'est certain. Donc il ne répond pas à l'objectif. Voyons maintenant le test en situation professionnelle, ou assessment test. Là, on va avoir un évaluateur qui va suivre un collaborateur évalué pendant son travail, et va noter tout ce qu'il va faire. Vous connaissez évidemment le principe. Bon, c'est un bon test pour évaluer les gestes professionnels, ça c'est certain. C'est coûteux quand même, hein. Ça je vous l'apprends pas, à la fois en temps et en ressources. C'est subjectif aussi, parce qu'en fin de compte, le résultat d'une observation et d'une interprétation par un être humain, encore une fois, même si ça s'appuie sur une grille très précise, ça reste une observation. Si la période est longue, on peut estimer qu'éventuellement l'attention de l'évaluateur va pouvoir baisser éventuellement à certains moments. Et justement, c'est ça et là le dernier aspect, c'est que l'assessment test, c'est quand même quelque chose d'ultra stressant pour le collaborateur, parce qu'il va avoir quelqu'un qui, derrière son dos, va épier l'intégralité de ses faits et gestes pendant généralement des heures. Je voulais juste imaginer quelques instants ce qu'il peut ressentir. C'est intéressant donc, mais pour mesurer des gestes en tout cas. Mais clairement, ça ne permet pas encore de résoudre notre problème. Il y a encore beaucoup de points négatifs. Passons maintenant au Mediafield Test. La question a été posée ce matin, est-ce qu'il est pertinent de faire le Mediafield Test pour le produit, pour le collaborateur, est-ce que ça doit être le même, etc. C'est un vrai sujet le Mediafield Test. Évidemment, c'est un bon test, c'est-à-dire qu'il est scientifique, il n'y a pas de subjectivité derrière. C'est-à-dire la stérilité, elle est là, elle n'est pas là. C'est ultra simple. C'est binaire. Je vais vous poser une question. Savez-vous si les ouvriers qui ont construit votre maison ont bien porté leur casque pendant les travaux? J'imagine que vous n'en savez rien. Et pourquoi on n'en sait rien? Simplement parce qu'on ne peut pas savoir si quelqu'un a suivi une procédure simplement en observant le résultat de son travail. C'est aussi simple que ça. Donc, même si cet outil est scientifique, en tant que tel, il n'apporte pas d'aide aux formateurs qui cherchent à rendre les collaborateurs encore meilleurs. Parce que c'est vraiment ça le sujet. Donc si on résume ça sur un graphique très business school, voilà ce qu'on a. D'un côté, la capacité à mesurer des gestes. De l'autre côté, la pertinence pour prendre des bonnes décisions de formation. Eh bien, ces 3 tests, QCM, Assessment Test, Mediafield Test, ont tous un point commun. C'est qu'ils se situent là. Soit ils ne permettent pas de mesurer un geste,
soit ils ne sont d'aucune aide pour le formateur. Dans les deux cas, il ne permet pas de significativement réduire vos risques. Alors que nous, ce que nous voulons, c'est un outil qui soit là. C'est là qu'on veut être. Nous avons donc cherché à savoir s'il existait ailleurs des méthodes, des outils, des cas particuliers où justement ce genre de problématique avait déjà été réglé. Et en fait, de très nombreuses industries rencontrent strictement les mêmes problèmes d'évaluation. Et pour y remédier, elles ont fait le choix de développer des simulateurs. Je pense que vous connaissez le principe, qu'on soit dans le domaine de l'aéronautique, de la médecine, l'armée, l'automobile, etc. À chaque fois, on va placer la personne évaluée devant quelque chose qui va simuler sa réalité professionnelle. Très proche, mais juste pas identique. Juste de manière suffisante, pas identique. On va lui demander d'accomplir un certain nombre de tâches et le programme va analyser l'ensemble des actions. Résultat, derrière, on va disposer d'informations beaucoup plus denses, comme ça a été évoqué ce matin aussi par M. Clavelin. Et à la fois, là, on a une personne qui est évaluée à la fois sur ses gestes professionnels et sur ses prises de décision. Donc ça veut dire que le formateur, lui, il peut connaître très précisément les points forts et les axes d'amélioration de chaque collaborateur, adapter les parcours de formation et optimiser les parcours d'intégration. On gagne du temps, on gagne de l'argent, on gagne de l'efficacité. Et cette simulation, en tout cas, dans les autres industries, permet de réduire les risques. Nous sommes donc dit qu'il faudrait essayer de développer un simulateur de salle blanche. Et nous nous sommes fait aider pour ça d'un certain nombre d'industriels, certains sont présents dans la salle, et de l'IFIS, l'organe de formation du LEM et du SNITEM. Donc voici ce simulateur, il s'appelle LabQuest, et en 30 minutes, il va analyser 150 connaissances et compétences clés des BPF, savamment sélectionnées, et ça de manière scientifique et fiable. Les résultats sont ensuite regroupés en 12 KPI, qui vont être l'habillage, le comportement individuel en ZAC, le bio-nettoyage, le contrôle bactériologique, etc., pour s'assurer justement d'avoir une meilleure visibilité sur le collaborateur. Ce produit est aujourd'hui en test depuis 3-4 mois chez certains industriels, et j'aimerais vous faire un petit retour d'expérience sur ce qu'on a pu observer. Donc clairement, les premiers éléments laisse à penser que en fait, les utilisateurs identifient généralement très vite les lieux et les objets, même s'ils ont plus l'habitude de la classer, puisque là, on est vraiment dans du A dans B. C'est un peu comme leur usine, mais pas complètement pareil non plus. Et c'est évidemment fait exprès, l'objectif étant de les obliger à réfléchir avant de mener chaque action, à prendre du recul. Ce qui est vraiment génial, c'est que la très grande majorité d'entre eux, ce qu'on a pu voir lors des tests, c'est qu'ils avaient tendance à verbaliser à haute voix leurs réflexions. Donc si vous êtes à côté, vous savez exactement comment ils analysent une situation et à quelles connaissances ils font appel. C'est vraiment très intéressant. En plus, ils ont la capacité évidemment de s'auto-corriger, ce qu'on va éviter de faire dans la vraie vie, hein, bien évidemment. Et très vite, les personnalités vont se dévoiler entre ceux qui ont compris le fond du sujet, ceux qui ne font qu'appliquer des procédures mais sans les comprendre, ceux qui savent prendre du recul, s'adapter, apprendre de leurs erreurs, etc. J'aimerais vous faire part d'un retour d'expérience là-dessus par rapport à deux cas très particuliers, mais qui me semblent vraiment très parlants. Le premier, c'était celui d'un opérateur que nous avons rencontré dans une usine. Il était débutant, hein, il venait juste d'intégrer l'industrie pharmaceutique, il n'y avait jamais travaillé avant. Et sur le simulateur, clairement, il a fait preuve de capacité d'analyse tout à fait exceptionnelle. Clairement, il ne connaissait pas les gestes pharmaceutiques encore de manière suffisamment bonne au quotidien, en termes d'opération. Mais par contre, il avait déjà tout compris à ce qu'était la production pharmaceutique et l'environnement dans lequel ça se passait. C'était assez étonnant, et d'ailleurs, ça a été confirmé par le management derrière, qui avait déjà identifié ce potentiel chez cette personne, à qui ils avaient déjà confié des fonctions de régleur très vite, en fait, après son intégration. À l'inverse, nous avons eu le cas d'un superviseur très très expérimenté, mais alors complètement bloqué face à la situation nouvelle proposée, incapable de s'adapter. Et évidemment, on a cherché à savoir si c'était lié à l'outil informatique, ça peut être le cas pour certaines personnes, mais là, clairement, ce n'était pas le cas, parce que comme elle expliquait à haute voix son cheminement intellectuel, en fait, on est très très vite arrivé à la conclusion qu'elle ne comprenait juste pas l'environnement dans lequel elle était et ce qu'était la production aseptique. Elle maîtrisait ses SOP sur le bout des doigts, ça, il n'y avait aucun doute là-dessus. Mais elle ne comprenait juste pas pourquoi
elle faisait chaque action. J'ajouterais à ça qu'en plus, au regard de son expérience dans l'entreprise, de son ancienneté et de son niveau de responsabilité, elle avait acquis à peu près tous les syndromes visibles de l'excès de confiance en soi. On avait sur la même personne concentré les 3 facteurs de risque évoqués précédemment. Une véritable bombe à retardement. Donc clairement, comme dans les autres industries, nos premiers éléments d'études préliminaires laissent à penser qu'effectivement, on peut bien réduire un risque grâce à un simulateur parce que vous allez acquérir une bien meilleure connaissance de vos personnels et surtout vous identifier les profils à risque pour les aider à progresser et évidemment à prendre beaucoup moins de risques par la suite. J'aimerais juste terminer par un dernier point. Encore de retour d'expérience, ce que nous avons découvert, et c'est assez intéressant, c'est que, c'est amusant même un peu, c'est que le produit donc en test a été presque immédiatement dérivé. Détourné de sa mission de base qui était l'évaluation des personnels. Très vite, en fait, nos clients s'en sont servis comme un outil de formation. L'objectif était de faire de l'apprentissage collaboratif sans mettre en péril l'outil de production avec typiquement un petit groupe de 3-4 personnes dont une manipule, annonce tout ce qu'il va faire et les autres personnes sont autour et puis commentent, donnent leur avis, proposent des choses, etc. Et un expert aseptique va guider leur réflexion. C'est très important d'avoir un guide avec eux. Mais surtout, il va être en capacité de leur expliquer le pourquoi du comment chaque fois qu'ils auront une question par rapport à l'asepsie. Donc du coup, c'est du just-in-time complètement concret et appliqué. C'est vraiment intéressant et je pense qu'on en est qu'au début de l'observation de ce qu'on peut faire avec ce type d'outils. Et je pense aussi, à côté de ça, qu'il existe encore certainement de très très nombreuses choses à inventer pour pousser vos collaborateurs à tout simplement encore s'améliorer et donc par là même réduire vos risques. J'en ai fini.